Au cœur d'une nuit d'hiver du XIVe siècle, quelque part dans la campagne anglaise, une famille de paysans était blottie dans sa chaumière d'une seule pièce. Dehors, le vent hurlait à travers les champs gelés, secouant les volets en bois et cherchant la moindre fissure dans les murs. La température avait chuté à des niveaux de 2 degrés inférieurs à tout ce que nous connaissons aujourd'hui, sous l'emprise implacable de ce que les historiens appelleraient plus tard le petit âge glaciaire. À l'intérieur de la demeure exiguë, mesurant à peine 25 mètres carrés, une mère, un père et 5 enfants se serrant les uns contre les autres sur un matelas rempli de paille, leur souffle visible dans l'air glacial. Les dernières bûches précieuses qu'ils avaient réussi à acquérir avaient brûlé des semaines auparavant, et l'âtre était maintenant froid et sombre. Derrière la mince cloison de torchite, la vache de la famille et 3 poules s'agitaient dans l'obscurité, leur propre chaleur corporelle rayonnant à travers l'espace partagé. Comment cette famille a-t-elle survécu jusqu'au matin? Comment des millions de personnes comme eux ont-elles enduré mois après mois un froid brutal, alors que le combustible que nous considérons comme essentiel à la survie en hiver était devenu incroyablement rare ou totalement absent? Au cours de ce voyage à travers l'hiver médiéval, vous découvrirez des réponses qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir sur la vie dans ce lointain passé. Nous découvrirons pourquoi le bois de chauffage, le combustible que nous imaginons réchauffer chaque foyer médiéval, est devenu si rare que les familles ordinaires passaient des hivers entiers sans lui. Vous apprendrez quelles alternatives ingénieuses les gens du Moyen Âge ont adoptées, de la matière végétale fossilisée draguée sous les lacs à la pierre noire qui allait un jour alimenter une révolution industrielle. Nous explorerons comment l'architecture même des bâtiments médiévaux a été conçue comme une première ligne de défense contre le froid, avec des murs qui respiraient et des toits qui isolaient mieux que de nombreux matériaux modernes. Bientôt, vous verrez comment la laine, traitée avec des techniques anciennes, est devenue un véritable équipement de survie plutôt qu'un simple vêtement. Nous nous pencherons sur des arrangements de couchage qui semblent étranges à nos oreilles modernes, où des familles entières, des serviteurs et même des étrangers partagèrent le même lit, et où le bétail vivait à quelques mètres seulement des quartiers de sommeil humain. Le voyage nous mènera dans de grands châteaux de pierre et d'austères monastères, révélant que même la richesse et la piété ne pouvaient entièrement parer l'assaut de l'hiver. En chemin, nous affronterons la réalité brutale de ce qui se passait lorsque ces stratégies de survie échouaient, lors de famines qui ont tué des millions de personnes. Cette exploration promet un aperçu historiquement exact et bien documenté d'un monde où l'hiver n'était pas un inconvénient, mais une bataille annuelle pour la survie, et où l'ingéniosité humaine a développé des solutions qui pourraient surprendre même les plus grands passionnés d'histoire. La question n'est pas seulement de savoir comment les gens du Moyen Âge se réchauffaient, mais comment ils parvenaient à rester en vie. Avant de pouvoir comprendre comment les gens du Moyen Âge survivaient sans bois de chauffage, nous devons d'abord nous confronter à une question cachée dans la prémisse elle-même. Les Européens du Moyen Âge manquaient-ils vraiment totalement de bois de chauffage? La réponse est à la fois oui et non, et c'est là que réside une histoire qui en dit long sur la société et l'environnement médiévaux. Les gens du Moyen Âge utilisaient du bois de chauffage quand ils pouvaient s'en procurer. Des forêts existaient dans toute l'Europe, et le bois restait le combustible de prédilection pour ceux qui pouvaient se le permettre. Mais voici ce qui a transformé l'hiver, de simplement inconfortable à véritablement mortel. La disponibilité est devenue la crise. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'entre les années 1000 et 1300, la population de l'Europe n'a pas seulement augmenté, elle a explosé. Les registres démographiques et les preuves archéologiques indiquent que la population a triplé au cours de ces 3 siècles. Imaginez ce que cela signifiait pour la demande énergétique. Chaque famille supplémentaire avait besoin de combustible pour la cuisine et le chauffage. Chaque nouvelle colonie nécessitait des terres défrichées et des matériaux de construction. Chaque ville en expansion consommait du bois pour la construction, pour l'artisanat, pour le combustible. Simultanément, cette population en plein essor avait besoin de nourriture, ce qui signifiait une chose: plus de terres agricoles. Les grandes forêts de l'Europe médiévale commencèrent à tomber dans une transformation systématique qui a remodelé le paysage du continent. Des terres boisées, qui existaient depuis des temps immémoriaux, furent défrichées pour faire place à des champs de blé, d'orge et de seigle. Là où le bois n'était pas nécessaire pour l'agriculture, il était récolté pour les navires, les bâtiments, les outils, les tonneaux,
et les charrettes. La compétition pour les forêts restantes s'intensifia d'année en année. Les seigneurs et les monastères revendiquèrent la propriété des terres boisées. Des lois limitèrent, qui pouvaient couper des arbres et camps. Les forêts royales furent déclarées interdites aux roturiers. L'Angleterre illustre cette transformation, mais pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Une grande partie des terres boisées de l'Angleterre avait déjà disparu à l'âge du bronze, bien avant la période médiévale. Lors de la conquête normande de 1066, Guillaume le Conquérant imposa en fait des lois forestières strictes qui protégeaient les terres boisées restantes, réservant de vastes zones à la chasse royale. À son apogée, peut-être un quart de l'Angleterre était soumis à ces lois forestières protectrices. Pourtant, cette protection servait principalement la noblesse. Pour les gens du commun, ces lois signifiaient que même le bois mort ne pouvait être ramassé sans permission. Les terres boisées accessibles aux gens ordinaires restaient limitées, et à mesure que la population augmentait, la compétition pour cette ressource en diminution s'intensifia, laissant place à la mosaïque de champs que nous associons aujourd'hui à la campagne anglaise. Cela nous amène à la dimension économique de la crise du bois de chauffage. Et ici, les chiffres racontent une histoire saisissante. Entre les années 1500 et 1660, l'approvisionnement de base en combustible de la Grande-Bretagne a commencé ce que les contemporains ont reconnu comme une véritable défaillance. Dans les années 1580, le coût du bois de chauffage a quadruplé par rapport à son prix quelques décennies plus tôt. Dans les années 1620, il a atteint 10 fois son niveau antérieur. Pour les riches, cela représentait une dépense ennuyeuse. Pour la famille paysanne survivant au seuil de la subsistance, ces prix signifiaient que le bois de chauffage était passé d'une nécessité abordable à un luxe inabordable. Les archives économiques documentent le désespoir. Des familles vendèrent de précieux biens pour obtenir du combustible. Les litiges pour vol de bois apparaissaient de plus en plus fréquemment dans les registres des cours seigneuriales. Le vol d'une seule bûche pouvait entraîner une punition sévère, car cette bûche représentait la survie même. La pénurie aiguë qui s'est développée à partir des années 1500 a forcé une transition qui se préparait en fait depuis des siècles. Seuls les très riches pouvaient entretenir des feux de bois tout au long des mois d'hiver. Les classes intermédiaires pouvaient peut-être se permettre du bois pour la cuisine, mais devaient chercher des alternatives pour se chauffer. Les plus pauvres, la grande majorité de la population, affrontèrent les hivers avec peut-être quelques précieuses bûches réservées aux moments les plus désespérés, ou pas du tout. Quand nous imaginons l'hiver médiéval, nous nous représentons des feux rugissants dans de grands âtres, mais cette image reflète l'expérience de peut-être 5% de la population. Pour tous les autres, la question n'était pas comment pouvons-nous rester à l'aise, mais plutôt comment pouvons-nous survivre jusqu'au printemps. Ce que cela signifiait en termes pratiques, nous l'explorerons sous peu, mais nous devons d'abord comprendre quelque chose de crucial. Lorsque le bois de chauffage a disparu de la portée des gens ordinaires, ils ne sont pas simplement morts de froid par millions chaque hiver. L'Europe médiévale n'était pas jonchée de cadavres chaque printemps, victime du froid et de l'obscurité. Quelque chose d'autre se passait. Des stratégies étaient employées, des alternatives étaient brûlées. Les gens du Moyen Âge, face à cette crise existentielle, se sont tournés vers des combustibles qui avaient été utilisés pendant des siècles dans des régions où les arbres n'avaient qu'au jamais poussé en abondance, et ils l'ont fait avec une sophistication et une échelle croissante. Découvrons ce qu'ils brûlaient lorsque le bois devint impossible à obtenir. Dans les régions où les forêts n'avaient jamais poussé, où les tourbières s'étendaient à l'horizon et où les arbres n'étaient qu'un lointain souvenir, les gens du Moyen Âge avaient découvert depuis longtemps ce qui allait devenir le plus important combustible alternatif de l'époque, la tourbe. Également connue sous le nom de gazon de tourbe. Cette substance peut ne pas sembler très impressionnante à nos yeux modernes, juste de la matière végétale compressée dans des tons de brun et de noir, mais elle représentait la survie même pour des millions d'Européens. Qu'est-ce que la tourbe exactement ? Et pourquoi était-elle si profondément importante ? Pour comprendre cela, nous devons penser en termes d'échelle de temps géologique. La tourbe se forme par l'accumulation et la compression de matière végétale, en particulier dans des conditions gorgées d'eau, où la décomposition ralentit considérablement. Le processus nécessite au moins 3000 ans pour créer une couche de seulement 3 mètres d'épaisseur.
Ce n'est pas une ressource renouvelable à une échelle de temps humaine significative. Pourtant, elle est devenue le fondement d'économies régionales entières. La science expliquant pourquoi la tourbe fonctionne comme combustible révèle la compréhension empirique de l'énergie par les gens du Moyen Âge. La tourbe possède une densité énergétique de 15 à 17 mégajoules par kilogramme, remarquablement comparable à celle du bois lui-même. Pour mettre cela en perspective, le charbon contient environ 24 mégajoules par kilogramme, ce qui rend la tourbe environ 2 tiers aussi dense en énergie que le combustible fossile qui finirait par la remplacer. Nulle part l'exploitation de la tourbe n'a été plus systématique et étendue qu'aux Pays-Bas et en Flandre durant la période de 1300 à 1850. Les Hollandais en particulier ont transformé l'extraction de la tourbe en une industrie d'une échelle stupéfiante. Les archives historiques indiquent que les Hollandais ont exploité environ 190 000 hectares de tourbières, transformant le paysage de manière encore visible aujourd'hui. Les lacs qui caractérisent maintenant une grande partie de la campagne hollandaise, si beaux aux yeux des touristes, représentent les cicatrices de l'extraction de combustible médiéval et du début de l'ère moderne. Le célèbre siècle d'or néerlandais du XVIIe siècle, cet épanouissement du commerce, de l'art et de la prospérité, était littéralement alimenté par la tourbe. L'analyse de la consommation d'énergie durant cette période révèle que la tourbe seule fournissait environ 16,75 gigajoules par habitant, et ce chiffre n'inclut même pas d'autres sources d'énergie comme l'énergie éolienne, le travail animal ou le bois de chauffage importé. Ce n'était pas une solution de fortune ou un substitut de qualité inférieure. La tourbe est devenue le combustible de choix pour chauffer les maisons, les bâtiments publics et cuisiner dans tous les Pays-Bas. Voici une inversion remarquable de nos suppositions. Seuls les très riches utilisaient du bois de chauffage dans ces régions, car le bois devait être importé à grands frais, tandis que la tourbe pouvait être extraite localement. Le bois de chauffage créait en fait plus de pollution en termes de fumée, le rendant moins désirable pour ceux qui pouvaient se permettre d'être exigeants. L'extraction de la tourbe se faisait de manière saisonnière, principalement de la fin du printemps au début de l'été. Les ouvriers coupèrent des blocs rectangulaires à l'aide de bêches spécialisées, puis les empilaient pour les faire sécher avant de les transporter vers les villes et les villages pour le stockage hivernal. Vers l'an 1530, lorsque les réserves de tourbe accessibles en Hollande et à Utrecht se sont épuisées, les ouvriers ont adopté et perfectionné le baggerbeutel, essentiellement un filet de dragage sur une longue perche qui permettait l'extraction sous-marine de la tourbe. Cette technique avait été utilisée en Flandre 2 siècles plus tôt et en Est-Anglie depuis le XIVe siècle, mais les Hollandais l'ont portée à des proportions industrielles. Cette avancée technologique a ouvert de tout nouveaux gisements, mais a accéléré la transformation environnementale. Les gens du Moyen Âge ont transformé de vastes paysages de manière permanente dans leur quête de chaleur. Ces tourbières ont mis des millénaires à se former. Une fois extraites, elles ne se régénéreraient à aucune échelle de temps humaine. Pourtant, la tourbe n'était qu'une réponse à la crise du bois de chauffage. Le charbon, la pierre noire qui allait un jour alimenter la révolution industrielle, a commencé son ascension durant la période médiévale. L'exploitation minière du charbon à grande échelle a débuté dans les années 1400, mais les fondations ont été posées plus tôt. Dès le XIIIe siècle, des opérations minières ont commencé en Angleterre, au Pays de Galles et en Belgique. En l'an 1430, entre 1600 et 2000 personnes travaillaient dans l'industrie du charbon autour de Liège, dans la Belgique actuelle. À partir des années 1500, l'utilisation du charbon a augmenté de façon spectaculaire à Londres, où la distance par rapport aux forêts restantes rendait les alternatives essentielles. Au début des années 1600, le charbon était devenu le combustible dominant dans la ville, transformant Londres en la première métropole alimentée au charbon du monde. Le commerce s'est rapidement développé. En 1700, les exportations de charbon anglais vers la Hollande atteignaient 35 200 tonnes. En 1750, les exportations grimpaient à 117 900 tonnes. Vers 1700, l'Angleterre a achevé sa transition vers le charbon pour la production de fer, un fondement de la révolution industrielle. La pénurie aiguë de bois de chauffage a forcé cette transition. Sans la crise du bois, le charbon serait peut-être resté marginal. Il convient de mentionner cependant
le coût, une pollution atmosphérique étendue. Des récits contemporains décrivent Londres enveloppée de fumée, où les feux de charbon noircissaient les bâtiments et irritèrent les poumons. Au-delà de la tourbe et du charbon, les gens du Moyen Âge brûlaient tout ce qu'ils pouvaient trouver. La bouse de vache, de cheval et de mouton était séchée et utilisée pour la cuisine et le chauffage dans toute l'Angleterre et l'Europe. L'Ajon, ou Genêt, servait de source de combustible importante là où il poussait en abondance, sa haute teneur en huile le faisant brûler vivement et rapidement. Le charbon de bois permettait d'étirer davantage les réserves limitées de bois. La paille et les roseaux finissaient dans les feux, quand rien d'autre n'était disponible. Chaque alternative avait ses inconvénients, mais chacune jouait un rôle dans le puzzle complexe de la consommation d'énergie médiévale. Le combustible, cependant, ne représente qu'un élément de la survie en hiver. Même si vous possédiez suffisamment de charbon ou de tourbe, le brûler efficacement dans une demeure qui perdait de la chaleur à flot à travers des murs et des toits mal isolés faisait la différence entre le confort et la misère, entre la survie et la mort. Les gens du Moyen Âge comprenaient cela instinctivement. Le bâtiment lui-même devait devenir une machine à conserver la chaleur, à piéger la chaleur, à bloquer le vent, à maintenir le microclimat qui gardait les humains en vie. Tournons maintenant notre attention sur la manière dont l'architecture médiévale a été spécifiquement conçue pour la survie dans le froid. La chaumière paysanne typique de l'Europe médiévale semble incroyablement petite, presque claustrophobe, aux observateurs modernes. Parmi la classe la plus pauvre des paysans, appelés côtiers, les habitations d'une seule pièce pouvaient se mesurer aussi peu que 16 à 18 mètres carrés. Les ménages paysans plus typiques occupaient des structures de 20 à 40 mètres carrés, tandis que les paysans plus aisés pouvaient avoir des maisons allant jusqu'à 60 ou même 100 mètres carrés. Mais pour nos besoins, concentrons-nous sur ces plus petites habitations, où les stratégies de survie étaient les plus essentielles. Ces pièces uniques servaient à tout: cuisiner, manger, travailler, dormir, vivre. Les codes du bâtiment moderne ne permettraient jamais l'habitation humaine dans des quartiers aussi exigus. Pourtant, des millions de personnes ont fait de ces petites structures leur foyer pendant des siècles. Avant de rejeter cela comme simple pauvreté ou ignorance, nous devrions nous poser une question cruciale. Pourquoi si petit ? La réponse révèle une compréhension sophistiquée de la thermodynamique. Un petit espace nécessite beaucoup moins de combustible pour être chauffé qu'un grand. Lorsque le combustible est rare ou cher, lorsque chaque morceau de tourbe ou de charbon représente des ressources précieuses, l'efficacité par la compacité est parfaitement logique. Toute la famille vivant dans une seule pièce signifiait que la chaleur corporelle de 6 ou 8 personnes contribuait à réchauffer l'espace. La proximité du feu de cuisine, qui devait brûler de toute façon pour la préparation des aliments, signifiait qu'aucune chaleur n'était gaspillée dans des pièces inutilisées. Lorsque nous ajoutons que la famille partageait souvent cet espace avec le bétail, surtout en hiver, la logique thermique devient encore plus claire. L'efficacité n'était pas un choix esthétique, c'était une stratégie de survie, intégrée aux dimensions mêmes de l'habitation. Considérez maintenant la méthode de construction qui a dominé l'Europe du Nord du XIe au XVIe siècle, le torchis. Cette technique peut paraître primitive à nos yeux modernes, juste des bâtons et de la boue. Pourtant, elle représente une technologie de construction remarquablement efficace. Le processus fonctionnait ainsi. Les constructeurs tissaient des branches flexibles, généralement du noisetier ou du saule, entre des piquets de bois verticaux pour créer des panneaux appelés clayonnages. Pensez-y comme de la vannerie, à l'échelle architecturale. Ces panneaux tissés étaient ensuite enduits, recouverts d'un mélange généralement composé d'argile, de terre, de sable, de paille et de bouse d'animaux. Le mélange était appliqué dans et sur les clayonnages, créant un mur solide une fois sec. C'est là que la science devient fascinante. Ces innombrables petites poches d'air créées par la structure tissée piègent l'air, et l'air piégé est l'un des meilleurs isolants de la nature. L'isolation moderne fonctionne précisément sur ce principe. Le matériau de l'enduit lui-même possède des propriétés de masse thermique, ce qui signifie qu'il absorbe la chaleur pendant la journée lorsque le feu brûle ou que le soleil brille, puis libère lentement cette chaleur pendant la nuit. Des études comparant le torchis à la brique démontrent que la valeur d'isolation est comparable ou,
dans certaines applications, supérieure. Au milieu du XIIe siècle, cette méthode était devenue la technique de construction dominante pour les maisons à pans de bois dans toute l'Angleterre. Des panneaux de torchis bien entretenus peuvent durer indéfiniment, et il existe aujourd'hui des exemples vieux de 700 ans. La technique s'est largement répandue à travers l'Europe du XIe au XVIe siècle précisément parce qu'elle fonctionnait, offrant abri et isolation à un coût que les gens ordinaires pouvaient se permettre en utilisant des matériaux disponibles localement. Au-dessus de ces murs en torchis se trouvait un autre élément crucial du système d'isolation médiéval, le chaume. Couverture de toit faite de paille, de roseaux ou de matériaux végétaux similaires, le chaume peut paraître fragile par rapport aux tuiles ou aux bardeaux modernes. En réalité, il fonctionne comme un superbe isolant. Et encore une fois, la science explique pourquoi. La paille et les roseaux sont creux, contenant de l'air dans leur structure cellulaire. Couche après couche de ces tiges creuses créent une barrière isolante qui résiste à la fois à la perte de chaleur en hiver et au gain de chaleur en été. Les maisons en bauge, construites avec des murs épais parfois de 24 pouces, combinés à des toits de chaume, créaient des habitations qui étaient, selon les personnes ayant vécu dans des exemples restaurés, faciles à garder au chaud en hiver et agréablement fraîches en été. La masse thermique des murs épais fonctionnait en harmonie avec les propriétés isolantes du chaume. La chaleur des activités de la journée s'accumulait dans la masse des murs, puis rayonnait de nouveau dans l'espace de vie pendant les heures froides de la nuit. Le chaume au-dessus empêchait cette chaleur accumulée de simplement monter et de s'échapper dans le ciel nocturne. Pourtant, les murs et le toit seuls ne pouvaient empêcher la perte de chaleur. La plupart des maisons paysannes ne contenaient aucune fenêtre, ou peut-être une petite ouverture sans vitre qui pouvait être fermée par un volet. Même les fenêtres des cathédrales étaient scellées avec du mortier pendant les mois d'hiver. Les paysans scellaient les ouvertures des murs avec du papier, ou fermaient hermétiquement les volets en bois à la tombée de la nuit. Nous rencontrons ici un compromis révélateur. Une fois les volets et les portes fermement fermées, la pièce devenait rapidement enfumée à cause du feu. Sans cheminée, la fumée devait trouver son chemin à travers les interstices. Fermée hermétiquement pour la chaleur, l'habitation se remplissait de fumée. Ouverte pour la ventilation, la précieuse chaleur s'échappait. Les gens du Moyen Âge choisissaient de supporter la fumée plutôt que de geler. Même avec des ouvertures scellées, les bâtiments médiévaux n'étaient pas parfaitement étanches. L'architecture seule ne pouvait pas garder les gens au chaud. Elle devait fonctionner de concert avec le combustible, avec les vêtements, avec le comportement et avec une autre source de chaleur que les sensibilités modernes trouvent quelque peu troublante. Les animaux étaient sur le point d'entrer dans notre histoire. L'arrangement semble bizarre, selon les normes contemporaines, peut-être même insalubre. Pourtant, il était pratiqué dans toute l'Europe médiévale et représentait une pensée entièrement pratique. La famille partageait son espace de vie avec le bétail, surtout pendant les mois d'hiver. Pas hypothétiquement, pas dans de rares cas, mais comme pratique courante dans les ménages paysans à travers le continent. Les détails variaient selon la région et les circonstances, mais le principe restait constant. Les animaux fournissaient de la chaleur corporelle. Les poules, les cochons, et dans de nombreux cas les vaches ou les chèvres, ne vivaient pas nécessairement dans la même pièce où la famille dormait, bien que parfois les arrangements s'en approchaient, mais assez près pour que la chaleur corporelle des animaux se transfère dans l'espace de vie humain. Les arrangements structurels impliquaient souvent une cloison de clayonnage tressé ou de planches de bois divisant le bâtiment, avec les animaux d'un côté et les humains de l'autre. La chaleur circulait à travers et autour de ces séparations. Une vache génère une chaleur corporelle substantielle, tout comme un cochon. Même les poules produisent collectivement une chaleur mesurable. En été, les animaux étaient gardés dehors la nuit. L'hiver venu, ils rentraient à l'intérieur pour toute la durée, restant dans leur section jour et nuit. L'espace partagé restait sensiblement plus chaud qu'il ne l'aurait été, avec les humains seuls. Les preuves archéologiques provenant de fouilles d'habitations médiévales montrent des arrangements spatiaux avec des zones clairement désignées pour les animaux adjacentes aux zones de vie de la famille. Pour les gens du Moyen Âge, expulser de précieux animaux pour qu'ils gèlent séparément pendant que les humains luttaient pour rester au chaud aurait semblé incompréhensiblement gaspilleur. Les animaux représentaient-ils la richesse,
et leur chaleur corporelle représentait une ressource. Nos préoccupations modernes en matière d'hygiène nous font reculer devant cet arrangement. Mais les gens du Moyen Âge comprenaient quelque chose que nous oublions parfois. Dans un environnement où maintenir une chaleur adéquate faisait la différence entre la survie et la mort, chaque corps comptait. Le choix n'était pas entre la perfection esthétique et le compromis pratique. C'était entre la chaleur et le froid, entre la vie et la mort. Quand le printemps arrivait, les animaux retournaient involontiers dehors. Cela nous amène à une autre stratégie de survie impliquant la chaleur corporelle partagée, une stratégie qui s'étendait au-delà des animaux, à des arrangements humains, qui semblent tout aussi étrangers à nos oreilles modernes. Le couchage en commun n'était pas une coutume pittoresque ou une nécessité malheureuse, c'était une technique de survie calculée. Des familles entières dormaient ensemble sur un seul matelas, disposés selon des schémas spécifiques qui reflétèrent à la fois la structure sociale et l'efficacité thermique. Les sources historiques décrivent l'arrangement typique. Le couple marié occupait la position centrale. Les filles dormaient près du mur, la plus jeune fille étant la plus proche de la mère. Les garçons dormaient de l'autre côté du couple, également disposés par âge. Ce n'était pas un entassement aléatoire, c'était un système. Les parents au centre pouvaient surveiller tous les enfants. Les plus jeunes membres de la famille, les plus vulnérables, dormaient aux positions les plus chaudes. L'arrangement maximisait le contact et donc le partage de la chaleur. La pratique s'étendait au-delà de la famille immédiate. Les serviteurs dormaient aux côtés de leurs maîtres et maîtresses. Les étrangers partageaient fréquemment des lits en voyage. Les registres d'auberges décrivent l'arrivée dans une auberge pour se voir dirigé vers un lit à partager avec d'autres clients déjà présents. De parfaits inconnus qui montaient dans le lit ensemble, tout habillés, et dormaient côte à côte. Des preuves historiques de Bourgogne font référence à des hommes partageant spécifiquement des lits pour préserver la chaleur corporelle. La notion moderne selon laquelle chaque personne a besoin de son propre lit aurait été incompréhensible. Pourquoi quelqu'un choisirait-il de dormir seul, froid et isolé, alors que dormir près des autres signifiait la chaleur ? Le concept d'hibernation hivernale pousse cela encore plus loin. Parmi les couches les plus pauvres de la société, celles qui ne pouvaient absolument pas se permettre de maintenir des feux allumés en permanence, les familles passaient de longues périodes au lit pendant les mois les plus rudes. Pas continuellement, bien sûr. Elles se levaient pour les tâches essentielles. Mais la stratégie consistait à conserver l'énergie en restant au lit sous les couvertures qu'elles possédaient, pendant la majeure partie de la journée. La chaleur corporelle s'accumulait dans l'espace confiné sous les couvertures et les fourrures. Plusieurs corps ensemble généraient bien plus de chaleur qu'une seule personne ne le pouvait. Le mouvement nécessitait de l'énergie, ce qui signifiait brûler des calories, ce qui signifiait consommer de la nourriture qui pouvait être rare en hiver. Rester immobile, rester au lit, avait un sens physiologique. La vie en communauté et la chaleur corporelle partagée n'étaient pas des signes de conditions primitives, c'étaient des stratégies de survie sophistiquées développées d'Al-Kébéïd à travers une dure expérience et transmises de génération en génération. Ces pratiques fonctionnaient parce qu'elles étaient basées sur des principes solides de génération et de conservation de la chaleur. Pourtant, les arrangements de couchage nécessitaient plus qu'un simple entassement de corps. Les gens du Moyen Âge concevaient leurs lits et leurs espaces de sommeil avec la même attention à l'efficacité thermique qu'ils appliquaient à leurs bâtiments. Le lit lui-même est devenu un outil de survie, et la sophistication de la technologie de couchage médiévale mérite un examen attentif. Nous sommes sur le point de découvrir que ces étranges lits clos que nous apercevons dans les illustrations médiévales servaient des objectifs très spécifiques et très pratiques. Lorsque nous examinons les arrangements de couchage médiévaux, nous devons commencer par ce qui se trouvait entre le dormeur et le sol ou le cadre de lit, car la qualité de la literie variait énormément selon la classe sociale et avait un impact direct sur la survie pendant les nuits froides. Les matelas de la période médiévale étaient fondamentalement des sacs de lin, remplis de divers matériaux, selon ce que le ménage pouvait se permettre. Au bas de la hiérarchie sociale, les paysans dormaient sur des paillasses de paille posées directement sur le sol en terre battue. Ils n'avaient pas d'oreiller, reposant leur tête sur des bûches de bois ou simplement sur le tissu plié de leur manteau. En montant dans l'échelle sociale, dans la classe moyenne ou la petite noblesse, nous trouvons des matelas recouverts de toile et remplis de laine, de paille ou de mousse. Ceux-ci offraient une meilleure isolation contre le sol froid et plus de confort que la paille nue.
Les riches profitaient de lits de plumes, des édredons remplis de duvet placés sur des matelas ordinaires pour créer une surface de couchage luxueuse qui était aussi remarquablement chaude. Les plumes piègent l'air entre leurs filaments, créant une isolation similaire en principe aux couettes en duvet modernes. Les inventaires historiques des ménages prospères répertorient plusieurs lits de plumes, indiquant leur valeur et leur importance. Au-dessus du dormeur venaient des couches d'isolation. Les oreillers, lorsqu'ils étaient disponibles, étaient remplis de plumes, de laine ou de matière végétale. Les draps de lin, si abordables, offraient une surface de couchage plus propre. Les couvertures de laine venaient ensuite, plusieurs couches dans les ménages riches, peut-être une seule couverture élimée dans les ménages pauvres. Les courtes pointes ajoutaient une autre couche. Dans les régions les plus froides, les fourrures offraient une chaleur supplémentaire. La famille paysanne typique possédait jusqu'à 20 livres de laine sous diverses formes, vêtements et literies combinés, tout cela servant la fonction essentielle de piéger la chaleur corporelle. Nous arrivons maintenant à l'un des meubles médiévaux les plus distinctifs, quelque chose qui résume parfaitement l'approche de l'époque en matière de survie thermique, le lit clos. Également connu sous le nom de lit fermé ou lits armoires, ces structures remarquables sont apparues dans toute l'Europe occidentale à la fin de la période médiévale et sont restées en usage jusqu'au XIXe siècle. Imaginez un lit clos de tous côtés par des panneaux de bois, essentiellement une armoire assez grande pour y dormir. On y entrait en tirant des rideaux, en ouvrant une porte à charnière ou en faisant glisser des panneaux. Une fois à l'intérieur, porte ou rideau fermés, le dormeur occupait un espace de la taille approximative d'un placard moderne. Pourquoi quelqu'un choisirait-il de dormir dans un espace aussi confiné ? La réponse réside dans la physique et la biologie. Une structure fermée piège la chaleur corporelle qui, autrement, monterait et se dissiperait dans la pièce plus grande. Le souffle des dormeurs réchauffe le petit volume clos. Les rideaux, ou les portes en bois, fonctionnent comme une couche d'isolation supplémentaire, empêchant les courants d'air qui aspireraient la chaleur. Le lit clos crée un microclimat, un cocon de chaleur relative maintenu par la seule chaleur corporelle. Ce n'étaient pas des structures rudimentaires. Les lits clos présentaient souvent des sculptures et des décorations complexes, servant de pièces maîtresses, transmises de génération en génération. Les preuves archéologiques montrent qu'ils étaient particulièrement répandus pendant le petit âge glaciaire, lorsque les températures ont chuté de manière significative à travers l'Europe. Ils apparaissaient le plus souvent dans les ménages ruraux avec de petites maisons mal isolées. Dans de tels environnements, le lit clos offrait non seulement de la chaleur, mais aussi un rare élément d'espace personnel dans une vie autrement communautaire. Le lit devenait une pièce dans la pièce. Pour les ménages qui ne pouvaient pas se permettre de lit clos, les rideaux de lit servaient à des objectifs similaires, bien que moins efficaces. Les rideaux suspendus autour du lit retenaient la chaleur et offraient de l'intimité. Les ménages plus riches utilisaient des lits à baldaquin, des structures élaborées à 4 colonnes d'où pendaient de lourds rideaux de tous les côtés. Les inventaires historiques révèlent que ces textiles coûtaient souvent plus cher que le cadre de lit lui-même. La compréhension médiévale des microclimats et de la rétention de chaleur était sophistiquée. Ils savaient, par expérience, que les rideaux rendaient les lits plus chauds, que les espaces clos retenaient la chaleur, que piéger l'air chaud près du corps favorisait la survie. Même avec toutes ces mesures, les gens du Moyen Âge employaient des techniques supplémentaires pendant les nuits les plus froides. Des pierres ou des briques chauffées étaient réchauffées dans la cheminée, enveloppées dans du tissu et transportées jusqu'au lit où elles servaient de bouillotte médiévale. Des chauffe-mains, des sphères métalliques, creuses contenant des charbons ardents, étaient emportées à l'église pendant la messe dans des bâtiments glacials. Des braseros portables étaient déplacés de pièce en pièce selon les besoins, bien que ceux-ci présentèrent des risques d'incendie. Lorsque vous ne possédez qu'une quantité limitée de combustible, l'utiliser de manière stratégique devient essentiel. Préchauffer l'espace de couchage faisait la différence entre une nuit misérable et une nuit où le repos était possible. Ces arrangements de couchage maximisaient la rétention de chaleur avec une efficacité remarquable. Chaque élément fonctionnait ensemble. La petite pièce bien isolée, l'espace de couchage clos, les couches de laine et de fourrure, le partage communautaire de la chaleur corporelle. Pourtant,
Rien de tout cela ne pouvait fonctionner sans un autre élément crucial, quelque chose que les gens du Moyen Âge portaient jour et nuit, quelque chose qui séparait la survie de l'hypothermie. La technologie textile, en particulier les propriétés de la laine et les techniques pour la porter, fournissait la base sur laquelle reposaient toutes les autres stratégies de survie. Examinons cela en détail. Les vêtements médiévaux n'étaient pas de la mode au sens moderne du terme. C'était un équipement de survie, conçu à travers des siècles de tests empiriques, pour offrir une protection maximale contre le froid. Le système développé par les gens du Moyen Âge était centré sur 3 couches, chacune remplissant une fonction spécifique. La couche de base, portée directement contre la peau, était en lin doux. Cela présente une sorte de paradoxe, car le lin a en fait des inconvénients thermiques en hiver. Le lin absorbe facilement l'humidité et la retient, ce qui signifie que la transpiration rend les vêtements en lin humides, et le tissu humide éloigne la chaleur du corps par refroidissement par évaporation. Certaines personnes du Moyen Âge, conscientes de cette propriété, évitaient de porter du lin en hiver, ou l'enlevaient pendant les périodes d'inactivité. Pour ceux qui portèrent du lin, le vêtement prenait généralement la forme d'une longue chemise descendant jusqu'aux genoux pour les paysans, ou d'une sous-tunique plus ajustée pour les personnes de statut supérieur. Le principal avantage du lin était le confort. Il est agréable contre la peau, contrairement à la laine qui peut être rêche. La couche intermédiaire représentait le composant le plus important de tout le système, la laine. Pas n'importe quel vêtement en laine, mais spécifiquement des cottes de laine, tissées lâchement, qui piégeaient l'air réchauffé par la chaleur corporelle. Les gens du Moyen Âge comprenaient, sans la physique moderne pour l'expliquer, que l'air piégé fournit une isolation. Le tissage lâche des couches de laine intérieure créait d'innombrables petites poches où l'air pouvait être réchauffé par le corps et maintenu près de lui. Plusieurs tuniques et jaquettes de laine, ces vestes sans manches courantes dans les garde-robes médiévales, étaient portées simultanément. Plusieurs couches superposées amélioraient mieux l'isolation qu'un seul vêtement épais, car chaque couche créait des espaces supplémentaires pour piéger l'air. La couche de laine extérieure différait dans sa construction. Une cotte foulée, un tissu qui avait été délibérément rétréci, et compressé par des mouillages, des pressages et des battages répétés pour créer un tissage serré. Cette couche extérieure au tissage serré résistait au vent et aux intempéries, empêchant l'air glacial de pénétrer jusqu'aux couches isolantes en dessous. Par-dessus tout, on pouvait porter un manteau doublé de fourrure si le porteur en avait les moyens, ou au minimum une simple cape de laine. Le manteau, ou la cape, servait à renforcer les couches d'air piégées en position immobile, fonctionnant comme une coque externe qui maintenait le tout ensemble. Pourquoi la laine était-elle si cruciale que nous pouvons l'appeler avec confiance le tissu de la survie ? La réponse réside dans ses propriétés uniques, des propriétés qu'aucune autre fibre couramment disponible ne pouvait égaler. La laine possède des qualités hydrofuges naturelles grâce à la lanoline, les huiles naturelles qui recouvrent chaque fibre. La graisse animale dont les moutons se protègent contre la pluie remplit la même fonction pour les humains portant des vêtements en laine. Remarquablement, la laine peut absorber jusqu'à 30% de son propre poids, en humidité, sans paraître mouillée au toucher. Encore plus remarquable, la laine continue de fournir de la chaleur même lorsqu'elle est mouillée, ce que le lin et le coton ne peuvent pas faire. Cette propriété seule faisait la différence entre la survie et l'hypothermie pour les gens du Moyen Âge pris dans une pluie ou une neige froide. La lanoline qui rend la laine résistante à l'eau fournit également une isolation supplémentaire. Le traitement de la laine médiévale comprenait la tonte, le nettoyage, le filage et le tissage. Mais de manière cruciale, une partie de la lanoline était intentionnellement laissée dans la laine, précisément parce que les artisans comprenaient qu'elle contribuait aux qualités protectrices du tissu. Différentes densités de tissage servaient différents objectifs. Lâche pour les couches intérieures, serré pour l'extérieur. Le degré de foulage pouvait être ajusté pour produire des tissus aux propriétés différentes. Une famille paysanne possédant jusqu'à 20 livres de laine n'accumulait pas des produits de luxe mais un équipement de survie essentiel, accumulé au fil des ans, transmis de génération en génération. Les vêtements en laine étaient dédiés spécifiquement dans les testaments, car ils représentaient une valeur substantielle et une fonction essentielle. Au-delà des couches de base,
Les gens du Moyen Âge utilisaient divers accessoires. Les écharpes protégèrent le cou et le visage des gelures. Les bottes protégèrent les pieds du sol gelé. Les gants prenaient généralement la forme de moufles plutôt que de doigts individuels, car les moufles piègent plus de chaleur. Dans les régions les plus froides, les vêtements d'extérieur étaient doublés de fourrure lorsque c'était possible. Les voiles et les capuches offraient une protection supplémentaire pour la tête. L'effet cumulatif créait un microclimat portable autour du corps. La beauté du système résidait dans son adaptabilité. Les couches pouvaient être retirées lorsque l'effort physique provoquait la transpiration, remises lorsque l'activité cessait. La gestion de la température personnelle devenait une activité constante. Ce qui frappe les observateurs modernes comme étrange, c'est que les gens portaient ces vêtements d'extérieur à l'intérieur pour rester au chaud. Nous imaginons enlever nos manteaux en entrant dans un bâtiment. Mais les bâtiments médiévaux n'étaient souvent pas beaucoup plus chauds que l'extérieur. Le manteau porté dehors restait à l'intérieur, enroulé autour du corps en étant assis à une table ou en travaillant à un artisanat. Ce n'est qu'au lit, sous des couvertures supplémentaires, ou très près d'un feu, que les couches extérieures étaient enlevées. La distinction intérieur-extérieur qui nous semble naturelle, chaud à l'intérieur et froid à l'extérieur, n'existait pas dans la plupart des bâtiments médiévaux. Le froid était inéluctable, simplement moins sévère à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les vêtements fournissaient une barrière qui vous accompagnait partout, votre isolation personnelle contre un monde qui offrait peu d'autres protections. Alors que les paysans comptaient presque exclusivement sur ces stratégies textiles combinées à la chaleur communautaire et à la conception architecturale, ceux qui se trouvaient plus haut sur l'échelle sociale avaient accès à des méthodes de chauffage plus sophistiquées. Mais nous rencontrons ici quelque chose de surprenant. Même la richesse ne pouvait entièrement parer l'assaut de l'hiver. Découvrons ce que l'hiver signifiait dans les châteaux et les monastères. Le développement de la cheminée représente l'une des innovations technologiques les plus importantes de l'Europe médiévale. La cheminée a probablement été inventée au XIe siècle. Avant les cheminées, les systèmes de chauffage reposaient sur des foyers ouverts, positionnés au centre des pièces. La fumée montait, remplissant toute la pièce avant de trouver son chemin à travers un trou dans le toit. La pièce devenait extraordinairement enfumée. La percée est venue lorsque les constructeurs ont compris comment construire des conduits, des passages pour la fumée intégrés dans les murs qui la canalisaient vers le haut et à l'extérieur sans remplir la pièce. Au milieu du XIIe siècle, les nobles anglais et français construisaient des châteaux intégrant des cheminées. La plus ancienne cheminée existante se trouve au château de Conisbrough, dans le South Yorkshire, construit vers 1185. Au XIIIe siècle, l'adoption du système de cheminée est devenue caractéristique des ménages nobles dans toute l'Europe occidentale. De petits appartements pouvaient désormais être chauffés efficacement sans être remplis de fumée. Plusieurs pièces pouvaient avoir leur propre cheminée. L'intimité a considérablement augmenté car les familles pouvaient occuper des pièces chauffées séparées. La cheminée a permis l'évolution architecturale vers des espaces plus petits et plus privés. Pourtant, même avec cette avancée, la vie de château en hiver restait rude. Les épais murs de pierre qui rendaient les châteaux défendables les rendaient aussi extraordinairement difficiles à chauffer. De minuscules fenêtres sans vitres laissaient des courants d'air froid balayer les pièces. De lourdes tapisseries tissées accrochées aux murs servaient d'isolant. Les riches avaient accès au bois de chauffage et pouvaient entretenir des feux dans plusieurs pièces. Mais le volume même de l'espace à chauffer et les faibles propriétés isolantes de la pierre signifiaient que les châteaux restaient froids. Les serviteurs enduraient des conditions à peine meilleures que celles des paysans. La noblesse atteignait un confort relatif mais à un coût substantiel en combustible et en main-d'œuvre. Les monastères présentent une image différente, où le froid était accepté comme une discipline spirituelle. Les règles monastiques spécifiaient généralement que seules 3 pièces avaient des feux, la salle de chauffage, appelée le chauffoir, la cuisine et l'infirmerie. Le feu du chauffoir était allumé le jour de la Toussaint, le 1er novembre, et brûlait continuellement jusqu'au vendredi saint. Pendant environ 5 mois, les moines pouvaient s'y réchauffer. Le reste du monastère restait non chauffé. Le dortoir était délibérément laissé sans chauffage comme expression de la discipline ascétique. Imaginez dormir dans une grande chambre en pierre sans chauffage pendant un hiver du XIVe siècle, alors que les températures avaient chuté de 2 degrés en dessous des normes modernes.
le scriptorium, où les moines copièrent les manuscrits, manquait généralement de chauffage malgré le besoin de dextérité des doigts. Les manuscrits médiévaux incluent parfois des notes marginales de scribes se plaignant du froid. Imaginez un moine penché sur un bureau, les doigts raides de froid, formant soigneusement des lettres tandis que son souffle se condense dans l'air glacial. Saint Benoît recommandait que les moines soient pourvus de capuchons et de bas d'hiver épais et laineux. Même avec ces recommandations, la tenue monastique était souvent insuffisante. Les conditions difficiles étaient acceptées comme une discipline spirituelle par la souffrance physique. Pourtant, les monastères et les châteaux ont également accueilli des innovations qui remettent en question notre image du Moyen Âge comme étant technologiquement stagnant. Le système d'hypocauste romain était tombé en désuétude après l'effondrement de l'Empire romain. À l'époque médiévale, cependant, en particulier dans la région de la Baltique, une nouvelle variante a émergé. L'hypocauste à accumulation de chaleur. Ce système empilait des pierres de granit au-dessus d'une voûte de four pour accumuler la chaleur. Un four souterrain chauffait les pierres, qui libérèrent de l'air chaud par des bouches d'aération dans le sol au-dessus. Environ 500 de ces systèmes ont été documentés dans la région de la Baltique, avec des estimations suggérant de 800 à 1000 à la fin du XVe siècle. Ils sont apparus dans les monastères, les châteaux, les hôtels de ville et les hôpitaux. Le système s'est avéré plus efficace pour le froid de l'Europe du Nord que la conception romaine. Ce n'était pas une simple réplication, mais une véritable innovation. La période entre 1000 et 1500 n'a pas été caractérisée par la stagnation, mais par une amélioration continue. La cheminée, l'hypocauste à accumulation de chaleur, les avancées en matière d'isolation des bâtiments, tout a émergé de la nécessité pratique stimulant l'innovation. Pourtant, même avec toutes ces stratégies, l'hiver a exigé un prix terrible. Nous allons bientôt affronter ce qui se passait lorsque les stratégies de survie échouaient. Du début du XIVe au milieu du XIXe siècle, l'hémisphère nord a connu ce que les climatologues historiens appellent le petit âge glaciaire. Ce n'était pas un âge de glace au sens géologique, mais un changement subtil mais dévastateur. La température moyenne globale de l'hémisphère nord a diminué de 0,6 degrés Celsius, mais certaines régions ont connu des baisses beaucoup plus spectaculaires. À partir du début du XIVe siècle, les îles britanniques ont connu un refroidissement de 2 degrés Celsius en dessous des normes modernes, rendant les hivers considérablement plus rudes que tout ce que nous affrontons aujourd'hui. Tout au long du XIVe siècle, les hivers froids sont devenus la norme, à l'exception d'un bref répit entre 1340 et 1377. Le XVe siècle a été presque entièrement froid, à l'exception des années 1470. Les rivières qui gelaient rarement, gelaient désormais régulièrement. Les mers côtières développaient une glace suffisamment épaisse pour marcher dessus. La saison de croissance a été raccourcie de plusieurs semaines, et les étés frais et humides se sont avérés dévastateurs pour l'agriculture. Des sources byzantines décrivent les hivers de 1265, 1277 et de 1297 à 1298 comme extrêmement rudes. Vers 1300, des hivers rigoureux ont frappé le Moyen-Orient, où les sociétés n'étaient pas préparées. Au début du XVe siècle, les colonies nordiques au Groenland ont été coupées du monde. La colonie de l'Ouest s'est entièrement effondrée par la famine. Des preuves documentaires montrent des mauvaises récoltes répétées dans toute l'Europe. Les années d'abondance sont devenues rares, les années de disette sont devenues courantes. Le petit âge glaciaire a rendu les stratégies de survie que nous avons discutées essentielles, plutôt qu'optionnelles. La grande famine de 1315 à 1317 démontre avec une terrible clarté ce qui se passait lorsque les stratégies de survie se révélaient insuffisantes. À partir de 1314, des conditions météorologiques sévères ont frappé l'Europe occidentale. La récolte de 1315 a échoué sur de vastes zones. La récolte de 1316 a de nouveau échoué. En 1317, plusieurs mauvaises récoltes consécutives avaient détruit les réserves alimentaires. Ce n'était pas simplement la faim, c'était un assaut combiné de la faim, du froid et de la maladie. Les historiens estiment qu'entre 10 et 25% de la population de nombreuses villes et villages ont péri, certaines zones voyant des taux de mortalité aussi élevés que 15% ou plus. Bien que les chiffres exacts restent débattus,
Les récits contemporains et l'analyse démographique moderne suggèrent que des millions de personnes sont mortes à travers l'Europe. Avec une population européenne totale d'environ 75 à 80 millions d'habitants, même les estimations les plus prudentes indiquent une mortalité catastrophique. Les villes ont souffert, car les approvisionnements alimentaires ne pouvaient pas atteindre les marchés urbains. Les zones rurales ont vu leurs semences consommées. Le mécanisme de la mort révèle pourquoi l'hiver était si dangereux. Le corps humain a besoin de calories pour générer de la chaleur. Les humains ont besoin d'environ 1892 calories par jour, juste pour dormir et marcher un minimum. Avec 8 heures de travail, le besoin passe à environ 3000 calories. Le travail agricole médiéval était pénible. Lorsque la nourriture se faisait rare, lorsque l'apport calorique tombait en dessous des besoins, le corps ne pouvait plus générer une chaleur adéquate. L'hypothermie devenait une menace réelle, même pour les personnes à l'abri à l'intérieur. Aucune quantité de laine ne vous sauve si votre corps n'a pas de carburant à brûler. La grande famine a tué par les effets combinés de la famine et du froid agissant de concert. L'hiver est devenu absolument mortel. Les pauvres ont souffert de manière disproportionnée. Les riches pouvaient acheter la nourriture rare. Les paysans regardèrent leurs enfants dépérir. Au-delà de la famine, les hivers ordinaires présentèrent des menaces constantes pour la santé. L'hypothermie menaçait quiconque ne pouvait maintenir une chaleur adéquate. Les travailleurs en extérieur faisaient face aux dangers de gelure. L'air humide et glacial à l'intérieur des bâtiments mal chauffés créait des conditions parfaites pour la pneumonie et la bronchite. Ces affections respiratoires fauchèrent des vies sans distinction, bien que les jeunes, les personnes âgées et les affaiblis fussent les plus vulnérables. Les engelures, médicalement appelées perniots, résultaient de dommages aux lits capillaires causés par le froid et l'humidité, affectant le plus souvent les mains et les pieds. Les engelures produisaient des rougeurs, des démangeaisons, des inflammations et des ampoules. Le Lichbook de Bald, une compilation médicale du Xe siècle, recommandait un mélange d'œufs, de vin et de racines de fenouil. Le fait que les textes médicaux traitaient des engelures indique à quel point l'affection était courante. Les chroniques militaires médiévales décrivent des blessures dues au froid pendant les campagnes d'hiver. La mort par exposition au froid était reconnue depuis des milliers d'années. Les gens du Moyen Âge comprenant les symptômes, même sans les cadres médicaux modernes, ils savaient que le froid extrême provoquait la confusion, la léthargie et la mort. Ils savaient que le réchauffement devait être progressif ou que le choc pouvait être fatal. Cette connaissance empirique a éclairé les stratégies de survie développées à travers des générations d'essais et d'erreurs, chaque échec étant marqué par la mort. Malgré le coup terrible, malgré les hivers qui tuaient et mutilaient, les gens du Moyen Âge ont enduré. Ils ont trouvé des moyens non seulement de survivre, mais aussi parfois de profiter de l'hiver. Des sources historiques font référence à des gens jouant dans la neige, faisant du patinage sur glace sur des rivières gelées, en utilisant du bois poli ou des tibias de cheval attachés à leurs pieds, à des jeux d'intérieur comme les échecs et le backgammon pendant les longues nuits d'hiver. L'esprit humain s'est adapté, a trouvé du plaisir là où il le pouvait, a créé une communauté et un sens même dans des circonstances difficiles. Cette résilience offre de profondes leçons pour notre propre époque, alors que nous faisons face à des défis environnementaux. Du point de vue du confort moderne, peut-être pouvons-nous prendre du recul sur l'ingéniosité médiévale et sur notre situation actuelle. Lorsque nous retraçons comment les gens du Moyen Âge survivaient aux nuits d'hiver sans bois de chauffage abondant, nous ne découvrons pas une solution unique, mais un système complexe développé au fil des siècles. Des combustibles alternatifs, principalement la tourbe et le charbon, ont remplacé les forêts en voie de disparition, dans une transition préfigurant notre infrastructure énergétique moderne. L'architecture a servi de composant de survie crucial. La construction en torchite a créé des murs avec une isolation comparable à la brique. Les toits de chaume piégeaient l'air et offraient une masse thermique. Les petits bâtiments clos étaient donc plus faciles à chauffer, avec un combustible limité. Les stratégies de chaleur communautaire, du partage des lits à la garde du bétail à proximité, capitalisaient sur la chaleur corporelle. La technologie textile, en particulier la laine avec ses propriétés uniques, fournissait une isolation portable. Le système vestimentaire à 3 couches
représentaient une ingénierie empirique affinée au fil des générations. Les arrangements de couchage ont évolué en meubles spécialisés. Les lits clos créaient des microclimats où la chaleur corporelle s'accumulait. Les rideaux de lit, les pierres chauffées, la literie superposée, tout contribuait à rendre la nuit survivable. Même les riches, avec leur accès au bois de chauffage et à des innovations comme les cheminées et les hypocaustes à accumulation de chaleur, ne pouvaient pas échapper complètement à l'emprise de l'hiver. Les châteaux restaient froids, malgré de multiples feux. Les monastères embrassaient délibérément le froid comme une discipline spirituelle. Les innovations en matière de technologie de chauffage démontrent que le Moyen-Âge n'était pas caractérisé par la stagnation mais par une adaptation continue. Aucune de ces stratégies ne pouvait éliminer le coût humain lorsque les conditions devenaient extrêmes. La Grande Famine, de 1315 à 1317, a tué entre 10 et 25% de la population dans de nombreuses régions par l'assaut combiné de la faim et du froid. Les hivers ordinaires apportaient l'hypothermie, les gelures, la pneumonie et les affections respiratoires. L'hiver restait la saison la plus dangereuse. En regardant en arrière depuis notre perspective moderne, équipée du chauffage central et d'une énergie abondante, la lutte médiévale contre l'hiver semble presque inimaginable. Nous réglons un thermostat et oublions que pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la chaleur exigeait un effort constant. Les gens du Moyen Âge s'émerveilleraient de notre confort, de nos maisons qui maintiennent des températures stables quelles que soient les conditions, de dormir seuls dans des pièces séparées. Pourtant, ils pourraient s'étonner de notre gaspillage, d'une consommation d'énergie, éclipsant tout ce que leurs sociétés ont jamais atteint. Les leçons qu'ils ont apprises sont pertinentes pour notre époque actuelle. Alors que nous sommes confrontés au changement climatique et à la hausse des coûts de l'énergie qui font écho à la crise médiévale du bois de chauffage, les stratégies de chauffage passif suscitent un regain d'intérêt. L'isolation, la masse thermique, les espaces clos, les fibres naturelles, toutes les techniques qu'ils ont employées méritent d'être reconsidérées. Les stratégies de survie médiévale n'étaient pas primitives, elles étaient remarquablement efficaces, extrayant un maximum de chaleur d'un minimum d'énergie. Leur compréhension des microclimats et de la rétention de chaleur était empirique mais efficace. La coopération sociale essentielle à la survie nous rappelle que l'action collective réussit souvent là où les efforts individuels échouent. Lorsque nous regardons la survie hivernale médiévale à travers le prisme d'aujourd'hui, nous voyons l'adaptabilité humaine répondre aux contraintes. Les gens du Moyen Âge ne pouvaient pas changer leur climat ou faire apparaître plus de bois de chauffage. Ils travaillaient dans des limites difficiles, développant des solutions qui ont maintenu des millions de personnes en vie à travers des siècles d'hivers difficiles. Alors que nous faisons face à nos propres défis climatiques, le passé médiéval offre des conseils inattendus. Non pas en retournant aux conditions médiévales, mais en reconnaissant que les sociétés humaines peuvent s'adapter par la créativité, la coopération et l'acceptation des limites. Les stratégies passives qu'ils ont employées complètent, plutôt qu'elles ne remplacent, la technologie moderne. Il y a de la sagesse dans cette ancienne compréhension de la thermodynamique, dans une architecture qui travaille avec la nature, dans des structures sociales qui privilégient le bien-être collectif. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de l'hiver médiéval, à travers des nuits de blizzard survécues, sans le bois de chauffage abondant que nous aurions pu imaginer. Nous avons voyagé de la crise du bois de chauffage aux combustibles alternatifs, à l'architecture astucieuse, à la chaleur animale, à la technologie du sommeil, aux couches de laine, à la vie de château et de monastère, et avons finalement affronté le coût humain lorsque toutes ces stratégies se sont révélées insuffisantes. Malgré de terribles épreuves, les gens du Moyen Âge ont enduré, développant des stratégies de survie qui remettent en question nos suppositions sur le passé primitif et révèlent une compréhension sophistiquée de la survie thermique. J'espère que vous avez acquis une nouvelle appréciation de l'ingéniosité et de la résilience médiévale, du réseau complexe d'adaptation qui a permis la survie humaine à une époque avant le chauffage central. Si vous avez apprécié cette plongée en profondeur dans la vie médiévale et ses leçons inattendues pour notre monde moderne, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo. Partagez-la avec toute personne fascinée par l'histoire, par le climat ou par l'adaptabilité humaine face aux défis environnementaux. Abonnez-vous pour plus d'exploration du monde médiéval,
où nous continuerons à découvrir l'ingéniosité, la complexité et l'humanité des gens qui vivaient il y a des siècles. Commentez ci-dessous avec vos réflexions. Quelle stratégie de survie médiévale vous a le plus surpris? Quelle technique pensez-vous être pertinente pour nos défis modernes? Merci d'avoir regardé et restez au chaud